Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Dana qui est auteure, scénariste, réalisatrice et tellement de choses. Je suis tellement fascinée par cette rencontre. On s'est vu plusieurs fois d'ailleurs, on s'est vu à New York pour la première fois. On s'est revu il n'y a pas longtemps à Monaco. Et tu as un parcours, je trouve, assez exceptionnel. Riche en tout cas, tu es dans cette rubrique tout à ta place, ils ont rêvé et ils ont osé, tu as plein de choses à nous raconter. Je sais que pour toi, parler français n'est pas évident parce que tu vis à Los Angeles. Merci de ton temps, merci de faire cet effort pour nous. Et puis, c'est avec plaisir que je vais te laisser te présenter à nos auditeurs pour qu'ils te découvrent. Merci Laurence. Je suis Dana Ziyacheva, je suis kazakh, j'étais née à Kazakhstan et c'est là où j'ai étudié, j'ai travaillé comme journaliste et en 1995, je suis devenue la première kazakh à être acceptée dans les sièges au siège de l'UNESCO, Wow. devenir les premières fonctionnaires internationales du Kazakhstan qui était franchement indépendante. J'ai travaillé à l'UNESCO dans le secteur de communication et information, puisque je suis une journaliste de formation, pendant 2 décennies. Ah oui. Exactement 20 ans, j'ai travaillé à l'UNESCO. Oui, j'étais stationnée d'abord à Siège, à Paris. Après, je me suis portée volontaire pour aller en Irak. J'étais en Irak du Nord, qui est Kurdistan. Et donc après, j'ai travaillé plusieurs années en Chine en tant que conseiller en communication et information de l'UNESCO. Et j'ai couvert toute la Chine, la Mongolie, Japon et les 2 Corées. Ah Donc je oui. suis allée plusieurs fois en Corée du Nord, j'ai travaillé avec eux. Et bien sûr, mon pays préféré dans les régions, bien sûr, c'était la Chine, mais après, c'était la Mongolie. Parce que ils sont très proches de nous. Il y a d'ailleurs les Kazakhs qui vivent en Mongolie. J'ai travaillé aussi avec les Kazakhs en Mongolie. Et donc, ils sont restés nomades. Beaucoup de populations Oui. en Mongolie, beaucoup de Mongols, ils tiennent à leurs racines, Oui. on peut dire. Il vit dans les yurts, ou il s'appelle ça guerre. Il vit dans les guerres. Et donc, pour moi, c'était toute une découverte comment mon société kazakh était avant. Oui. Parce Oui. que même les Kazakhs en Mongolie, même en Mongolie, ils sont devenus sédentaires. Mais il y a certains Mongols qui vivent toujours en migrant, des migrants en hiver et en été. Oui, D'accord. donc je travaillais là et puis je suis partie à Costa Rica. Donc j'étais stationnée à San José et encore une fois, j'ai couvert toutes les régions de Centro-Amérique et Mexico. Et donc c'était en 2015, j'ai sorti mon premier film qui était l'histoire des 3 générations de femmes nabées. C'est un Mhm. tribu qui vit à la frontière entre Costa Rica et Panama. Donc, j'ai fait un film sur eux et avec eux. Ah oui. Et ce film, il était tellement bien reçu, on peut dire, pas seulement à Costa Rica, mais aussi dans le monde. Et l'impact de ce film était tel que le gouvernement de Costa Rica a décidé d'adopter les lois qui interdisait les mariages avec les mineurs. Les Super. mariages et les unions forcées avec des mineurs en Costa Rica. Et c'était révolutionnaire Bien sûr. pour l'Amérique centrale parce que quand même c'est un problème. Oui. Oui, et donc parce que le film était centré sur une fillette des tribunaux qui devait
s'est marié à 12 ans, Hmm. selon la tradition. Oui. Et donc, une fois, on a vu, j'étais là avec toute ma famille, et une fois, on a vu euh, l'entendu des influences de ce film, ce changement positif qu'on a pu effectuer avec ces films. J'ai pensé que j'aimerais continuer à faire ça. Parce que pendant 20 ans, je faisais des projets en communication. Donc, j'ai formé les journalistes, j'ai construisé les stations radio. J'ai même établi une station de télévision pour les minorités en Mongolie. C'était un travail de 5 ans, un travail très, très intense, diplomatique, technique, c'était une organisation très compliquée. Oui, donc je faisais tous ces projets et bien sûr que je me suis réjouie des résultats et mon motto, c'était toujours, mon credo, c'était toujours, si mon projet change en moi une vie, ça veut dire que c'était la peine de le faire. Oui, oui, oui. Ça valait la peine. Ça valait la peine tout le travail qu'on a mis dedans, etc. Parce que quand on travaille aux Nations Unies, on doit voyager très loin. Hmm. Et il nous arrive des choses. On est formé, on est expert en sécurité en fait. On est aussi expert en négociation avec des groupes rebelles qui sont là devant vous, etc. Donc, euh, on est des experts, mais on n'est pas immunisé contre toutes les maladies, contre tous les dangers, etc. Donc, c'est un travail assez dur. Oui. Ceux qui pensent oh, les fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils font, l'ONU? Maintenant, on entend souvent ça. Qu'est-ce qu'ils font, l'ONU? Mais Hmm. en fait, l'ONU, ce n'est pas juste les gens qui sont à New York Ouais. et qui adoptent les résolutions, condamnent ou pas condamnent, et tout ce qu'ils font, c'est de voter. Non, l'ONU, ça consiste aussi des gens comme moi qui passent tout notre temps sur le terrain et on déménage notre famille partout dans le monde avec nous. Il y a des choix à faire. Oui. Et donc, moi, j'ai fait ce choix en 2015 quand j'ai décidé que j'aimerais me dédier à ma vraie passion, c'est que l'écriture, c'est que création des mondes. Parce que j'ai toujours des idées, j'ai toujours ce monde, ces héros qui défilent dans ma tête, mais j'ai travaillé. J'ai travaillé dans les domaines humanitaires, dans les domaines de développement, et donc j'ai accumulé assez des impressions, des expériences du monde, etc. Et j'ai aussi accompli des choses, mais je voulais maintenant rester, tu sais, genre plonger, je voudrais plonger dans moi-même, à l'intérieur, et me demander qu'est-ce que moi, je veux. Qu'est-ce qui est dans ma tête et qu'est-ce que je veux exprimer. Mhm. En Et fait, c'était aussi un processus de découverte de moi-même. Parce que pendant 20 ans, à l'UNESCO, j'étais, on peut dire, un petit soldat. Mon organisation m'a donné une mission et je devais les remplir. J'ai rempli les tâches et c'était ma responsabilité. Et souvent, c'était des projets de plusieurs millions de dollars. oui. Donc, j'ai toujours senti cette responsabilité et je devais justifier Le budget qu'on t'avait donné, peut-être? Oui, oui, ce budget, souvent, c'était moi qui devais me battre pour obtenir ce budget. Oui, oui. J'ai développé les propositions des projets, je les proposais, je faisais toutes les lobbying, j'ai essayé, oui, bien sûr, parce que à Nations Unies aussi, si vous êtes pas, si votre performance n'est pas à niveau qu'il est attendu par les États membres, on ne vous donne pas autant de liberté d'action. Oui. Il Oui, faut, oui. les, il faut vraiment travailler dur pour avoir ces droits d'agir à niveau d'État, à niveau de la région. Chaque fois quand j'arrivais dans un nouveau pays, je devais gagner mes galons, je devais gagner les respects
des acteurs publics, des membres de gouvernement, des ministres. Je devais gagner ça. Quel Mhm. parcours fascinant. Je t'écoute parler et je me dis, waouh, mais quel parcours fascinant. Est-ce que tu as eu des peurs dans tout ce parcours? Il y avait des situations, par exemple en Irak, on construisait les écoles dans la journée et la nuit, ils se sont explosés. Donc, Ouais. euh, les- vous vous réveillez la nuit parce que il y a une explosion quelque part. Vous réfléchissez, est-ce que ça représente un danger pour vous ou pas? Normalement, je m'endormais. J'avais un garde j'avais un garde du corps. Ah oui. Je me suis déplacée avec un garde du corps. Tout le monde était armé. Il y avait ceux qui ne sont pas partis de l'Irak du Nord. Hmm. Mais c'est une autre histoire. Mais par exemple, quand j'ai négocié avec le gouvernement de Kurdistan du Nord, gouvernement de la province où j'étais stationnée, souvent je devais être dur, assez dur avec eux. Et donc, vous avez un peshmerga, vous avez un gros dur qui s'est battu toute sa vie. C'est un soldat, après un commandant, maintenant il est ministre d'éducation. Et donc, il vous regarde comme ça, il dit genre, mais vous savez, on a pu obtenir plus de l'UNICEF, et vous, vous êtes assez dur, vous vous bagarrez pour chaque dollar. Et je dis, non, moi, je ne suis pas UNICEF. Eh oui. Donc, moi, je veux entraîner 500 éducateurs pour cette somme-là. Hmm. Et on va vérifier qu'il n'y a pas de mines ou bombes dans les toilettes. Et on va faire tout ça avec vous et on va les faire bien. Bravo. Mais en même temps, vous savez, après, je voyais les respects dans leurs yeux. Oui, tu t'es imposé en fait. Oui, parce qu'ils voient que moi, je m'en fiche de tout, sauf faire du bien, Oui. faire mon travail, c'est-à-dire et de donner, promouvoir l'éducation, promouvoir leur culture, faire avancer leur société. Hmm. Donc, du coup, ils voyaient que je suis leur allié parce que je Ouais. veux les aider. Je suis là pour les aider. C'est ma seule mission. Et du coup, ils disaient, mais bon, dans ce cas-là, on va l'aider. Super en tout cas. Et tu as écrit donc ce livre qui te tenait à cœur, qui s'appelle Choc, dans lequel c'est un énorme livre. Est-ce que tu as envie de nous en parler, Dana? Oui, bien sûr. Écrire ce livre, ce livre, c'était mon obsession, Et j'ai pas ma passion. précisé que tu l'as écrit en français, Oui, oui, oui. alors que là, apprends encore le français. J'ai vécu en France. J'ai commencé à écrire ce livre en 2003, 2004. Je vivais en France. Je venais de perdre mon père. J'étais mariée à un Français et j'étais la mère d'un petit garçon. Donc, j'étais entourée par toute cette énergie masculine Oui, et je me suis rendu compte qu'en fait, je savais très peu de cette énergie, qu'est-ce que cette énergie peut faire et comment interagir. Parce que comme tu sais, on est yin et yang tout à fait, tout à fait. selon les philosophies orientales. Donc, moi, je ne savais pas comment ça marche en fait. Et c'est très intéressant, je crois, pour, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui passent leur vie sans jamais en fait comprendre les hommes. Hmm. Oui, tout à Je fait. trouve que ça existe. Je peux dire ça pour moi. Je voulais comprendre qu'est-ce qui est l'homme parce que la mort de mon père m'a choquée. Ça m'a bouleversée profondément. Je n'avais pas une relation très bonne avec lui. Et quand il est parti, tout d'un coup, j'ai compris que je sais rien de lui. Je sais Hmm. pas qui il était. Oui. Et donc, du coup, je voulais étudier ce sujet, je voulais comprendre plus sur les psychologies masculines. Et à cette époque-là, il y avait un tréfilé dans le journal Maximal, avec lequel je me suis abonnée dans cette désir.
de comprendre comment les hommes marchent. Donc, j'ai rien trouvé de mieux qu'une mer Bonheur maximale. Il y a tous ces voitures, les grosses bolides, les femmes en poil et Dana. Un peu stéréotype. Oui, et donc là, j'ai trouvé cet entrefilé assez sensationnel qui parlait des héros de mon futur livre. Mm. En fait, elle était un mercenaire qui s'est fait attraper à Kodak Léal à Paris en train de développer les photos qui montraient les actes de cannibalisme dans un pays de l'Asie sud-est. Mm. Et donc, bon, je veux pas dévoiler tout parce Non, que je non, non. voudrais quand même quitter tes lecteurs Et peut vous puis, lire mon livre. on n'est Mais pas là bon, pour ça m'a spoiler. intéressé. Mm. Oui, ça m'a intéressé parce que c'était un choc, mais après, c'était quelque chose comme, comment se dire, pitié. Mm. Et donc, je pense, j'ai trouvé cette sensation ce sentiment de pitié vers quelqu'un qui a commis des actes aussi atroces, très curieux, en moi. Bien Donc, sûr. Oui, et c'est ça, assez paradoxal. C'est très oui, paradoxal. et donc, c'était ça toujours le leitmotiv de toute cette recherche de plusieurs années, c'était de comprendre cette personne-là, mais aussi comprendre moi. Oui, Parce qu'en fait, c'était comme un ricochet. tout à fait. Ses actions, ses agissements, ils ricochetaient sur moi et j'ai essayé de aussi comprendre moi. Et donc, oui, j'ai passé plusieurs années à enquêter sur ces mercenaires, ces jeunes Français. Et comme je vivais en France, j'ai trouvé ça aussi très utile parce que ça m'a forcé de plonger dans la société française. Mm. Je suis arrivée en France pour travailler à l'UNESCO. Je ne parlais pas français, je parlais qu'anglais. Et donc, mon monde était assez limité par, par cette... Bon, j'ai évolué dans le monde anglophone. Et donc, là, j'étais incitée de quitter cette bulle et me plonger dans la société française qui m'a intéressée toujours. Oui. Mais qui je connais, j'avais cette impression romantique qui dérivait des films, des livres. J'ai adoré Alexandre Dumas, Maurice Druon, tous les romans historiques. J'ai dévoré. C'est pour ça que je porte les lunettes d'ailleurs. J'ai perdu mes yeux en Oh, lisant tu fais bien. T'allais dire. les auteurs français. Et donc, du coup, là, j'ai voulu aussi apprendre les pays ce pays de mon adoption, parce qu'à ce moment-là, mon mari était français, j'avais un fils qui était français, et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mm. Après, j'ai essayé d'imaginer la vie. J'ai imaginé un roman, une vie flamboyante, les aventures à travers du monde, etc. Mais je me suis très vite heurtée contre une mur parce que tu peux pas sortir tout de ta tête. Non. Même après avoir vécu dans les pays comme comme Irak, Thaïlande, je ne pouvais pas en fait imaginer qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, en Bosnie, au Comores bien sûr en Myanmar. Et donc, je me suis résolue d'aller dans tous ces pays et vivre les mêmes expériences qui étaient vécues par mon héros. Mm. Mais c'était pas un panache. En fait, c'était assez difficile de pénétrer les milieux des mercenaires, Bien sûr. de gagner leur confiance. Et après, c'est eux qui ils me voient vers tous ces endroits Mm. inconnus et très dangereux. Oui. Donc, oui, c'était très passionnant. C'était certainement une aventure, mais c'était aussi une recherche et un travail d'organisation. Mais c'est quand même un sacré travail et puis un sacré courage de vivre tout ça. Oui, je me souviens, j'étais à Pékin et je devais partir en Myanmar, Birmanie, pour ensuite marcher à travers des montagnes avec des rebelles Karen.
Et donc, j'étais à St. Regis dans mon club de mon spa, etc. Et j'ai mettais, comment s'appelle cet appareil quand tu cours? Treadmill. Oui, les tapis pour courir, les tapis de course. Oui, oui, oui. Oui, Et donc, j'ai remonté les tapis pour oui, courir comme oui, ça, oui, le running, oui, pour, oui. oui, pour simuler les marches dans les montagnes. Ah Je oui, cours pour dans un t'entraîner hôtel de luxe, physiquement. dans un hôtel de luxe. Je me suis entraînée pour marcher dans les montagnes avec les rebelles Karen. Quel Mais ça m'a parcours! aidé. Oui, bien sûr, physiquement, ça t'a aidé. Moi, je suis vraiment fascinée par tout ce que tu es en train d'évoquer. On n'a pas eu le temps, lorsqu'on s'est rencontrés, de rentrer dans le détail et je te découvre encore plus et je trouve ça tellement, tellement riche et puis un courage exceptionnel pour faire tout ça. Ma rubrique, c'est Ils ont rêvé et ils ont osé. Je ne sais pas si tu avais rêvé de tout ça auparavant ou si c'est les expériences de vie qui t'ont amené à tout ça. Qu'est-ce qui a fait, c'est le fait de travailler pour l'UNESCO qui t'a amené finalement sur le terrain ou tu avais envie en toi, cette envie de découvrir le monde de cette façon? Ah, c'était toujours en moi. Et c'est pour ça que j'ai fini à l'UNESCO, en fait. D'accord. Ouais, ouais. J'ai voulu toujours découvrir cette mystérieuse chose qui est derrière la colline. Hmm. Quelle jolie image. J'aimerais. Parce que ça vient de mon enfance, ça vient du temps quand j'étais dans les montagnes et j'avais 5 ans, je crois. Et avec ma mère et ses copines, on montait. Il nous restait juste, bon, peut-être 15 minutes de marche pour arriver au sommet. Hmm. Mais c'est pas les sommets qui m'intéressaient, c'était en fait 2 sommets et derrière eux, c'était les ciels. Hmm. Et je voulais aller voir là, qu'est-ce qui est sous ce ciel-là. Mhm. Mais ma mère, a dit qu'on est tous fatigués, on va rentrer. Bon, elle était avec une gamine de 5 ans. Mais moi, je disais, non, maman, on y va, on y va, on y va. Mais on est reparti vers notre hôtel et ça restait avec moi. J'ai rêvé les nuits, souvent, je me suis posé les questions. Qu'est-ce qui était caché derrière ce sommet? En tout cas, c'était vraiment une jolie image de découvrir les mystères derrière la montagne. Ça fait un joli titre. En parlant de titre, tu as d'autres projets de livres en tête? Oui, oui. En fait, j'ai un podcast de fiction qui s'appelle Comment j'ai résolu les crises des sans-abri en Californie. Mhm. C'est un podcast satirique, une histoire sur un jeune Heleno qui essaie de résoudre les, tous les maux sociaux en Californie par ses Wow. propres moyens. Euh, Oui, donc j'aimerais tourner ça dans un roman aussi. Et je finalise là maintenant ce jour-ci mon scénario qui s'appelle Pueri, sur les croisades des enfants en 2012. D'accord. Non, pas 2012. Oui, 2012. Je me suis lancée dans cette enquête qui a duré 5 ans aussi. Mhm. Euh, j'ai parlé avec les historiens, j'ai voyagé à Marseille, donc j'essaie de décortiquer les derniers 3 jours des croisades des enfants quand ils sont arrivés à Marseille et qu'est-ce qui est leur arrivé là-bas, parce que ça, c'est couvert par le mystère. Il y a plusieurs explications et moi, j'ai ma propre version qui je présente dans une forme très artistique, très cinématographique. Oui, d'accord. Super projet. Si tu avais des conseils à donner, Dana, à nos auditeurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que on voit que tu as vécu tellement de choses, que tu as osé faire toutes ces choses. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, si tu avais envie, bien sûr, de donner des conseils à nos auditeurs? Je crois que
c'est très important de ne pas être complaisant avec nous-mêmes. C'est très facile de s'endormir, pas sur ses lauriers, c'est juste sur son canapé. Oui, Et moi, avec l'âge, j'ai plus en plus cette tendance. On a moins d'envie de faire des choses. hmm, Là, on est honnête. Je pense qu'il faut faire des choses quand on est jeune. Il faut faire le maximum quand on est jeune. Il ne faut pas être, il ne faut pas remettre des choses à plus tard. oui, Si vous avez envie, il faut le faire, et même si ça paraît impossible. oui. Il y a cette Il- phrase, il y a cette phrase que je cite souvent qui est de Mark Twain qui dit, ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. oui, c'est ça, c'est exactement ça. Si je savais qu'est-ce que ça impliquait d'écrire un livre, un roman sur un mercenaire en Oui, français, peut-être je ne me lancerai pas, ou peut-être je me lancerai, mais si je savais tout ce que je devais à faire, euh, je réfléchissais deux fois. oui, 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 c'est, Mais c'est aussi très important de planifier le travail, de voir en amont qui peut arriver, prévenir, etc. La planification va avec l'exécution. hmm, Si la planification est bonne, l'exécution va marcher aussi. Donc, c'est ça mon conseil, c'est plutôt un conseil pratique. Je ne veux pas dire genre, allez-y, allez-y, oui, non, non, essayez de faire tout ce que vous voulez, osez vos rêves. Il y a les prix à payer. oui, Il y a les prix à payer avant, il y a les prix à payer pendant et les prix à payer après. Vous oui, avez osé. Parce que ce n'est qu'une chaîne de décision logistique et spirituelle, tous les choix que vous faites, ils ont un prix. Ils ont oui, un prix. c'est sûr. Mais c'est très important de rester pur parce que je trouve que l'intégrité, c'est quelque chose qui est assez facile à détruire et c'est très difficile à construire. Oui, totalement. En quelque sorte, c'est comme des relations aussi. Nos relations avec nos partenaires, notre partenaire de vie, Mhm, par exemple, et aussi c'est les relations avec nous-mêmes. oui, Moi, j'essaie aussi de construire les relations avec moi-même à travers tous mes pérégrinations dans le monde, tous mes romans, toutes mes créations, etc. Je voudrais d'ailleurs respecter moi-même. Donc, ce qui est très important, c'est quand vous osez, prenez les chemins qui vous mènent vers les hauts. oui. Pensez pas que vous allez passer par un ravin pour arriver plus haut. Non, c'est pas possible. Il faut avoir des critères. Il faut être rigoureux avec nous-mêmes. Rigoureux, mais aussi bienveillant quand on n'arrive pas tout de suite du premier coup. C'est important. Ah, ça c'est sûr. Oui. Je crois que c'est deux aspects fondamentaux, cette rigueur, parce que sans rigueur, on n'arrive pas à grand-chose. Et comme tu dis, cette rigueur qui nous fait mettre notre coup de pied aux fesses pour sortir du canapé parce qu'il y a plein de choses à faire, mais aussi la bienveillance, que ça ne se fasse pas au rythme où on aurait aimé que ça soit, ou que ça ne se fasse pas de la façon dont on aurait aimé que ce soit. Et ces Absolument. deux éléments, je crois que ça nous permet d'oser et d'aller au bout Absolument. de nos rêves en se respectant, qui est un autre, je crois, fondamental, essentiel pour être bien avec soi. Oui. Moi, j'étais assez dure avec moi-même et avec mes proches, il faut admettre. Donc, les mots qui, moi, j'emploie, c'est la flexibilité, Mm. Oui. je trouve, et adaptabilité Mm. aux défis. J'adapte aux défis. Oui. C'est ça. Parce que, oui, j'ai entendu souvent les gens me dire que ah, mais tu es trop dur, tu es très dur, etc. Mais
Mais c'est mon éducation. Je viens du Kazakhstan. Oui, Je viens de l'ex-Union soviétique. oui. Donc, je pense qu'aussi, il faut être de ces côtés-là. Je me suis toujours pensé que, j'ai toujours pensé que les gens qui disent que je suis trop dur, oh, ils ont raison. Je suis trop dur. Je suis staliniste. Mais en même temps, c'est ma personnalité. Oui, c'est mon éducation, mais en même temps, c'est ma personnalité. Donc, je me suis adoucie beaucoup avec l'âge. J'ai appris. On Oui, m'a appris. oui. Comment fonctionner dans la société, mais en même temps, s'il y a quelque chose qui est inné et tellement profond à vous, je ne pense pas qu'il faut les briser. C'est ça aussi, être Non, indulgent avec nous. bien sûr. Je crois qu'on est tous uniques et qu'on doit respecter notre unicité, quelle qu'elle soit. C'est, on est tous très différents, mais justement, c'est ce qui fait la beauté de chaque personne, en fait, c'est cette différence. Oui, 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 oui. Il faut être gentil avec nous-mêmes, mais quand même aussi, aussi moi, j'ai dit rigoureux, mais Oui. peut-être les autres ils vont trouver un autre mot. Après, on a besoin, enfin moi je sais que si je m'écoute, je peux avoir une tendance à la procrastination et je suis obligée d'avoir cette rigueur et enfin je suis obligée. J'aime me mettre un petit peu des coups de pied aux fesses en me disant non, non, allez, bouge-toi pour justement, et puis il y a cette satisfaction ensuite d'avoir réalisé des choses, quelles qu'elles soient, pas forcément au stade où toi tu les réalises parce que c'est un autre niveau. Mais cette satisfaction d'avoir dit, ouais, je me suis bougée, j'ai réussi. Mais aussi la bienveillance quand il y a des moments où ton énergie ne te permet pas. Eh ben, c'est de l'accueillir aussi. Et c'est là la bienveillance, c'est l'écoute de soi en fait. Absolument, je suis absolument d'accord avec toi. Et je crois que c'est très important de nous donner les conditions pour réussir. Oui. Par exemple, moi, j'ai besoin d'écrire un scénario et j'ai besoin avoir les premières drafts dans un mois. Et je sais que c'est impossible de faire à la maison parce que les enfants, il faut les enfants, Marie, la cuisine, j'ai envie de manger, je vais dans les frigos, je sors le chocolat, etc., etc. Donc, ça se finit jamais, c'est très difficile. Il y a aussi les médias sociaux, il y a toutes ces choses qui vont pas me permettre d'être concentrée. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je trouve, je vais dans la maison de ma copine, qui est maintenant absente, et pendant un mois, je suis chez elle. D'accord. Je paye son loyer, mais je suis très disciplinée. Je me réveille à 6 heures du matin, je bois mon café et je me mets à travail. Mm. Et après, je sors pour manger un sandwich, pas quelque chose d'autre, parce que sinon, je vais être trop lourde, je vais Mm. digérer, je ne pourrai pas travailler, je peux pas me concentrer. Je mets partout les photos de mon héros, je ne sais pas, de mes voyages sur le lieu où l'histoire s'est déroulée. Mm. Et donc, j'ai créé les conditions pour réussir. Et chaque jour, je travaille comme ça. Je me réveille très tôt, je travaille jusqu'à 3 ou 4 heures et j'ai produit 5 pages. Mm. C'est ça, 5 pages. Et je rentre dans les rythmes et je deviens une machine Oui. à fabriquer les pages. Tu es très imprégné, du coup, tu t'immerges complètement dans ton projet. Oui, oui, oui. Et c'est ça que j'appelle créer les conditions, être sympa avec nous-mêmes, Mm. c'est de nous donner toutes les conditions pour réussir. Ouais. Et souvent, c'est l'organisation. Oui, souvent, c'est de réfléchir en avance comment ça va se passer en connaissant tous les données. Ouais. Ouais, ouais. Sacrée discipline, dis-moi, Dana. Ça me Oui, plaît. tu En parlais plus, de ça me plaît. rigueur, mais il y a une sacrée discipline. Mais en fait, moi, souvent, tu sais, ça me travaille. Une histoire me travaille. Je voudrais l'écrire, mais je peux pas parce que
tout le monde est autour de moi, toutes les choses qui demandent mon attention, je n'arrive pas à me concentrer, mais ça me dimanche, tu sais. Et donc là, quand je suis dans mon temple, complètement entourée par tout ce monde qui je veux récrire sur la page, oh, je me lâche, je me régale. C'est un bonheur. Oui, c'est une discipline, mais en même temps, c'est un bonheur de tisser cette histoire mot par mot. J'adore. Tu es dans cet univers qui te passionne, donc forcément, quand on écrit et qu'on est on vit ce qu'on écrit, quel que soit le type d'écriture, que ce soit de la fiction, de la non-fiction, on est dedans. Et forcément, on voit pas le temps passer, on est complètement immergé. Mais toi, tu le fais d'une façon, moi, j'adore ta façon de le concevoir, en fait. Oui, je m'envole, mais ce vol est possible parce que j'ai appris beaucoup de techniques d'écriture. Oui. Je me suis éduquée dans les meilleures écoles de scénario à Los Angeles. Mm. Et depuis que j'étais petite, j'ai lu la classique. Les livres que j'ai lus, gros comme ça, les volumes. C'est pour ça, Choc, il est un peu gros. Oui, il est très gros choc. Et le titre t'interpelle. Alors, la couverture t'interpelle, mais le titre aussi. Tu as ce gros choc écrit en rouge. C'est vraiment un livre assez imposant et imposant par l'écriture aussi. Oui, je voulais faire un départ, en fait, de cette tradition de couverture des livres en France. Je me suis américanisée entre-temps, donc je veux vraiment aussi ce choc, ça doit choquer. Ouais. Ouais. Les premières fois, on a fait la couverture en noir, noir et blanc, tout sombre, tout comme se doit pour un roman français. Mais après, je me suis dit, je me suis dit que je veux en fait que ce sera rouge, jaune, c'est les couleurs du sang, c'est les couleurs de feu, parce que c'est ça le monde de mon euro. Oui. Ouais, mais c'est réussi en tout cas. Ce livre ne te laisse pas indifférent de par sa couverture et de par son écriture. Tu as vraiment réussi ce pari. C'est un plaisir, Dana, de discuter avec toi, de te découvrir. Il y a tellement de choses que tu pourrais nous raconter, mais peut-être que tu le feras dans un autre livre. Tu as pensé à écrire plus en termes de biographie pour raconter ton histoire à toi? On me pose euh, cette, cette question de temps en temps, mais j'avais jamais envie, en fait, écrire sur moi. J'aimerais écrire sur mon enfance au Kazakhstan, sur ma famille, mais jamais sur moi parce que ce n'est pas ce que je me trouve pas intéressant, c'est juste que ça m'intéresse pas. Après, c'est libre à toi, bien sûr, mais pour moi, vu de l'extérieur, je trouve ton parcours assez exceptionnel quand même. C'est pas tout le monde qui vit ce que tu as vécu. Donc voilà, c'était pour ça ma question, mais je respecte complètement que toi, vis-à-vis de toi, ça paraisse plus naturel et que tu n'aies pas plus envie d'en parler. C'est peut-être que ça mûrira avec les années, peut-être pas. Écoute, peu importe. En tout cas, merci de l'avoir partagé avec nous sur ce podcast parce que c'est une belle façon de te découvrir différemment. Et moi, j'en suis vraiment, vraiment, là, je resterai encore comme ça à te poser plein de questions, mais on aura l'occasion de le faire en aparté, on va se revoir de toute façon. J'espère que tu as apprécié tout autant de te livrer. Je sais que c'était pas facile pour toi, surtout de parler en français, et tu vois, ça s'est super bien passé. Mille merci pour ta présence. Oh, Est-ce merci à toi, Laurence. que tu veux rajouter quelque chose pour nos auditeurs? Je pense que tu as déjà dit beaucoup de choses, mais tu peux. J'espère que tes auditeurs seront... non, 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 juste, là, on va pas dire. J'espère que tes auditeurs, Laurence, seront pas découragés par l'épaisseur de mon livre Choc. Aucun souci, parce que c'est pas l'épaisseur. Ce qui est important, c'est la profondeur de ce qu'il y a dedans. Oui, j'espère qu'ils vont donner la chance à ce livre
Et même s'il y a même s'il y a des détails de batailles, il y a beaucoup des aspects militaires, il y a aussi une histoire d'amour. C'est aussi l'histoire d'une famille française déchirée par leurs convictions opposées. Mm. Et donc, c'est aussi un background politique des années 90, pas seulement en France, mais aussi dans le monde, à la fin de la guerre froide. Donc, j'espère que tes lecteurs vont apprécier Choc. Ils te feront un retour directement sur les plateformes sur lesquelles ils peuvent acheter le livre. Et je serais ravie de lire aussi les retours qu'ils pourront avoir eus ou en message ou autre. Merci Dana pour ce partage, ce moment avec toi. J'espère aussi que mes éditeurs vont apprécier. En tout cas, moi j'ai apprécié. Donc tu es aujourd'hui basé à Los Angeles. Tu as l'intention d'y rester un petit peu Oui, plus. oui, Voilà. oui, Bon. oui. C'est un très bel endroit, Los Angeles. Oh, Los Angeles, oui, il y a certains jours quand je sors, je vois les ciels bleus, la verdure, c'est le sud, il fait toujours chaud, la chien est à côté et je pense quelle terre bénie. Après, quand je suis coincée sur la route, Oui, oui. je me dis, mais pourquoi on est venu ici? Los Angeles, c'est un endroit unique où vous trouvez les gens qui peuvent vous aider à faire des films, qui écrivent, qui peuvent jouer dans votre film, qui peuvent filmer vos films. Vous trouvez ça partout. Et Mm, aussi, c'est le centre de l'industrie musicale. Donc, aussi, les musiciens, c'est très créatif. mm, C'est ouais, très créatif. ouais, Je trouve New York et Los Angeles, c'est deux pôles de création aux États-Unis. ouais, Donc, je suis, de ces points-là, je suis très content d'être aux États-Unis, ouais. à Los Angeles. Oui, Oui. j'imagine. Ouais, ouais. Bon, merci pour tout ça. Quel plaisir. Ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble. C'est pas vrai. Mais si, écoute, c'est génial. Je trouve que le temps passe, ben, le temps passe vite, c'est qu'on est très bien. Donc, merci Dana, merci à vous tous de nous écouter. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel auteur.